Hello Julia, comment tu vas? Ça va bien, merci. Et toi? Super. Eh ben écoute, je suis ravie de te revoir en fait sur le podcast parce que c'est pas la première fois que tu viens. Quand je t'avais invité, tu étais BDR chez 360 Learning. Tu as eu une expérience de BDR à peu près de 3 ans. Tu as fait un passage limite forcé. On t'a forcé à devenir account exécutive. Tu voulais rester BDR parce que tu aimais bien ça. Ouais. Là, tu es passé à compte exécutif et ça fait à peu près un an que tu es sur le job. Ça se passe super bien. Tu as fait tes quotas en 2025. Et justement, l'objectif, je t'ai invité pour qu'on parle de ça. De justement Mm. pourquoi le passage par la prospection fait des meilleurs account exécutifs, ou en tout cas closer. Et surtout, comment l'authenticité peut être un vrai levier de closing. Et donc, c'est pour ça que je t'invite pour en parler. Est-ce que tu es prête? Ouais, merci, je suis ravie d'être là. Ça fait plusieurs fois qu'on échange et c'est toujours autant intéressant. Bah, trop cool. Eh ben, on commence, on démarre. Bienvenue sur Vendu, le podcast commercial de référence pour augmenter votre taux de closing. Ici, on discute des meilleures stratégies de vente pour conclure plus de deals, fidéliser ses clients et rendre ses commerciaux plus performants. J'ai des discussions sans filtre avec celles et ceux qui font de la vente au quotidien, des sales leaders, des top performers. On va dans le détail, on donne du contexte pour que vous puissiez repartir avec de la matière actionnable. Je suis Laetitia Fall, je vous embarque dans une nouvelle discussion. Installez-vous confortablement. C'est l'heure de votre dose de culture sales. Bonne écoute. Super. Du coup, ma première question, pour toi, c'est justement qu'on revienne un peu sur ce passage, ta transition de BDR à account exécutif chez 360 Learning. En quoi justement ce passage t'aide aujourd'hui en fait dans ton job d'account exécutif où là l'objectif principal c'est de closer un maximum de deals. Ouais. Écoute, la transition, elle s'est faite assez progressivement, j'ai envie de dire. Et du coup, pas brutale. C'est ça qui est top quand on a été BDR, c'est que finalement, on connaît la boîte, on connaît les enjeux, on connaît le produit. Euh, T'as aussi l'impression de connaître un peu la vente hein, quand t'es BDR, jusqu'au moment où tu réalises que finalement, tu voyais qu'une petite partie, hein, une bonne partie, mais tu ne voyais pas tous les aspects. Ce qui est intéressant en tant que BDR, c'est que finalement, tu développes déjà énormément de compétences qui vont être utiles par la suite. Et ça, c'est vraiment le top. C'est pour ça que, que j'ai tenu à démarrer en tant que BDR, que je voulais même rester BDR parce que j'avais encore plein de choses à apprendre. Mais c'est vrai que tu apprends déjà rapidement contextualiser, comprendre un contexte, capter aussi l'attention de tes prospects, ça c'est important. Gérer les objections également. Finalement, tu développes aussi une vraie résilience que tu vas pouvoir appliquer en tant qu'AE. Donc, par le métier de BDR, vraiment, enfin, le métier de BDR, pardon, c'est vraiment beaucoup de répétitions, beaucoup de refus et beaucoup d'adaptation. Donc, ça t'aide dans tous les cas pour ton évolution par la suite en tant qu'AE. Et c'est marrant parce que la plupart des gens sont pressés, donc c'était pas ton cas. Et c'est pour ça que j'aimais bien échanger avec toi là-dessus, de justement de faire leur mission de BDR et de passer au bout un an et demi, à tout de suite en se disant le Graal, c'est de passer à compte exécutif. Toi, au contraire, tu as vraiment creusé, voulu en fait sur plusieurs années réussir à dépasser tes perfs, etc. Justement, tu dis un truc qui est important, ça te permet de capter l'attention. Ça te Mm. permet aussi également d'avoir plus de contexte. Est-ce que tu peux aller un peu plus loin un peu là-dessus, typiquement sur comment ça, d'avoir bien maîtrisé cette compétence-là, ça t'aide en fait aujourd'hui sur la partie closing? Ouais. Le métier de BDR, c'est être concise, être claire, être impactante, Mm. à jamais rien lâcher. Quand tu fais de la prospection, ça tu le sais, n'importe quel BDR le sait. Faut pas lâcher, même si parfois c'est démotivant, si tes interlocuteurs ils sont pas cool ou ils sont pas sympas, et ben c'est pas grave, tu lâches pas, tu continues ton call, tu continues tes emails et t'as pas le droit d'être flou. Ça, c'est une belle qualité que tu vas pouvoir utiliser après en tant qu'AE. Ne pas être flou, aller droit au but et apprendre finalement à structurer ton message rapidement pour créer de l'intérêt et aller vite. Je pense qu'aujourd'hui, en tant qu'AE, dans mes rendez-vous AE, ça m'aide énormément. Et aussi pour le nurturing, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'AE qui s'attachent à gérer vraiment les premiers rendez-vous de manière personnalisée, comme moi je le fais d'ailleurs, hein, personnaliser les premiers rendez-vous, les échanges, les démos, quand tu vends des outils, des plateformes comme moi chez 360 Learning. Mais c'est vrai que attends, je suis perdue. Ce que j'étais en train de dire. T'inquiète. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, c'est vrai que effectivement, je te parlais du fait d'aller nurturer, d'aller chercher
tes prospects, tu le sais, c'est pas simplement les premiers échanges. Des deals aussi, ils se gagnent un peu à l'usure, j'ai envie de dire, Ouais. quand t'es derrière eux, quand tu leur rappelles tes points différenciants, quand tu fais tout ça, et ça, tu as appris à le faire en tant que BDR. Bon, c'est vrai que ces qualités-là que tu vas forger par la suite, encore en tant qu'AE, ça va t'aider. Ouais, parce que parfois on oublie que on peut avoir une liste de prospection. Et il y a des mecs qu'on va continuer à appeler parfois pendant 2 ans. Et à la fin de la deuxième année, ils vont dire: Ah, là maintenant c'est le bon moment. Vous avez plusieurs fois essayé de me joindre. Là maintenant, je pense qu'on va pouvoir se poser, prendre des rendez-vous. Les gens se rendent pas compte qu'en fait, c'est pas parce qu'on a Mm. une liste qu'on va l'avoir. On va avoir tout le monde en fait les 6 prochains mois. Et puis ou bien faut laisser les autres de côté. Parfois, une boîte qu'on a dans le radar, on peut l'avoir 2 ans après, quoi. C'est assez impressionnant. Oui, c'est clair. Et du C'est coup, aussi de la discipline. Je c'est te coupe juste pour te dire que c'est aussi de la discipline parce que c'est vrai que le métier de BDR, vraiment, ça te construit mentalement. Tu apprends à toujours te dépasser, à être résilient et c'est vrai qu'en tant qu'AE, ça va énormément aider. ouais, de pas laisser un truc parfois dire: Bon, ça c'est pas grave, je le laisse de côté, parce que ce Oui. truc-là en fait ça peut en fait sauver un peu tes chiffres ou sauver un peu être une opportunité au final. Euh, Aujourd'hui donc tu as changé de job. Qu'est-ce qui change le plus entre les deux postes en fait? Ouais. Euh, Ouais, c'est un énorme shift, hein. Franchement, il y a trop de choses à dire. En tant que BDR, ton objectif, c'est vraiment d'aller générer l'opportunité, d'aller ramener le plus d'infos possible à l'AE. Et en tant qu'AE, là, enfin, c'est différents aspects. Vraiment, tu portes toute la responsabilité du deal. Vraiment, tu fais confiance au BDR, mais tu portes quand même toute la responsabilité du deal. Tu dois aller plus loin, comprendre le business du client, gérer plusieurs interlocuteurs. Vraiment, euh, c'est vraiment construire une stratégie à part entière. Donc c'est un énorme shift en termes de compétences aussi. Il faut savoir monter en compétences très rapidement quand tu veux devenir un bon AE. Euh, mais c'est vrai que ça a été une partie de plaisir pour moi parce que j'avais déjà beaucoup appris en tant que BDR. J'avais eu un bon onboarding également en tant qu'AE. Et plus tu exerces, plus tu prends de la confiance et de la légitimité. ok. Et du coup donc si par exemple les mauvaises langues qui diraient que les AE sont des princesses qui prennent les Mm. rendez-vous et qui et voilà, en fait, qui se défendent pas vraiment pour aller chercher leur rendez-vous, contrairement à des full cycle, etc. Toi, aujourd'hui, Ouais. maintenant que tu es passé de l'autre côté, tu penses quoi de ça? Après, bon, comme tu le sais, il y a des boîtes où les AE prospectent, Ouais. des boîtes où les AE prospectent pas, chacun a son avis. Beaucoup sont de dire que voilà, un vrai sales, il doit prospecter. Moi, je suis des deux. Chez 360, on a la chance de pouvoir prioriser ses tâches et son travail sur les deals en question. On fait de la prospection, mais finalement, c'est un petit pourcentage sur l'ensemble de notre taf. On fait entièrement confiance au BDR pour nous apporter les bons deals et nous reporter les bonnes informations. Et pour moi, en fait, c'est juste ce focus. C'est juste se donner l'opportunité de se focus sur finalement le deal en question, le cycle de vente et sur d'autres priorités qui vont être la négo, qui vont être des accompagnements un peu plus poussés. Pour moi, c'est juste ça. Euh, non, il n'y a pas de sales, petite princesse en tout cas. Ah bon, Moi, j'en connais pas. perso, pareil. Mais surtout qu'en plus, tu as dit quelque chose, etc. Et après, on va rentrer un peu plus dans le détail. C'est que ça shift complètement. Tu as parlé de multi-interlocuteurs. Donc, en fait, parfois, on pense, on parle à une boîte, mais en fait, dans une boîte, on parle avec plein de gens. Dans ces plein de gens, il y a des gens qui sont plus ou moins importants, avec qui ça se passe plus ou moins bien. Donc, c'est quand même d'avoir du focus, c'est quand même un luxe. Ouais. Donc en fait, en tout cas, je trouve que bon, quand on peut le faire ou quand on est dans un environnement où on peut le faire, ça, c'est quelque chose à prendre comme une opportunité pour justement être meilleur dans ce que tu disais, la partie culture business. Si Mm. on rentre justement un peu plus dans l'état, qu'est-ce qui te prend plus de temps? Tu as parlé de négo, tu as parlé de gérer plusieurs interlocuteurs, de comprendre leur culture business, etc. Toi aujourd'hui, euh, qu'est-ce qui te prend le plus de temps dans tout ce que tu as à faire Comment tu découperais justement en fait si tu prends un deal, Ouais. toutes les différentes parties que tu as à faire? Euh, il y a la première étape qui va être la prépa démo qui est hyper importante. Chaque boîte a un peu son template, son framework. Chez nous, il est hyper personnalisé. Ok.
pour cet effet wow, mais aussi pour montrer au client qu'on a compris ses besoins, qu'on a compris ses attentes grâce à la qualif BDR, mais vraiment montrer qu'on démarre sur de bonnes bases et qu'on est sérieux et on a bien révisé le dossier. Donc, il y a Ok. toute cette partie prépa démo qui va prendre du temps. Après, t'es senior, tu mets plus ou moins de temps. Moi, je m'attache vraiment à passer beaucoup de temps dessus pour être sûr que voilà, on démarre sur de bonnes bases. Moi, je mets du temps à préparer mes démos, à revoir les qualifs, à être sûr de préparer les bonnes questions ou vraiment tous les enjeux que j'ai pas, que le BDR a pas pu aller qualifier, je vais aller les recreuser moi de mon côté, m'assurer voilà, que j'ai tout ce qu'il faut pour avoir la meilleure démo possible. Mais c'est pas en réalité ce qui va être le plus long. Ça, c'est une toute petite partie du travail parce que la prépa, ça met un peu de temps. Mais finalement, ce qui va être le plus gros de mon travail par la suite, c'est tous ces follow-up pour, de un, ne pas perdre le client, de deux, comprendre comment évolue son projet. Parce que c'est vrai que ça, c'est important. On démarre sur un premier échange en janvier, continue à échanger et puis parfois on est en juin. Les évolutions, les attentes ont évolué, les enjeux ont évolué, les interlocuteurs parfois ont évolué. Donc c'est réussir à rester dans le game malgré toutes les nouveaux enjeux qui arrivent. Et puis ça c'est vraiment une grosse part de mon travail qui me prend ouais, aujourd'hui plus de temps. Comprendre à l'instant T finalement sur mes points de suivi, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ça n'a pas avancé sur ce deal? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est la personne en interne? Est-ce qu'elle a du mal à creuser avec ses interlocuteurs? Comment ça se fait et comment on fait pour avancer petit à petit jusqu'à la signature. Et finalement, la signature, c'est petit, petit pourcentage de temps. C'est le Graal, mais c'est vraiment la petite partie C'est la partie auquel la tu penses même pas, quoi. ouais, qui prend moins de temps. Du coup, moi, Ouais. justement, on rentrerait un peu plus dans cette méthode de vente parce que je sais que, bon, forcément, 360 Learning fait partie des boîtes qui sont ultra processées, que vous avez plein d'outils, etc. Mais il y Mm. a, j'aimerais justement un peu rentrer dans ta méthode, comment tu fais justement pour essayer de pallier à quelque chose qu'on voit tous en tant que sales, c'est que les décisions prennent de plus en plus de temps à se prendre. Et donc, comment réduire ou comment pousser tes interlocuteurs à prendre des décisions. Tu m'as dit quelque chose en off, c'est que toi, tu réécoutes tous les calls de qualif qui ont été faits par les BDR. Ce qui est Ouais. extraordinaire parce que je pense que si on faisait un sondage, moi, c'est m'est déjà arrivé d'avoir en réel quelqu'un avec qui j'avais dit bah, écoute mon call si tu veux. Voir en fait pour la suite. Alors c'était pour un POC, donc c'était pour après. Et la personne m'a littéralement dit j'ai pas que ça à faire. Donc, j'avais été très choquée Ok. parce que je me suis dit mais en fait si tu veux vraiment répondre aux enjeux du client, en fait il faut que tu écoutes ce que je raconte parce que j'ai une discussion de 40-45 minutes où là le client dit tout, ce dont il a besoin, ce qu'il C'est aimerait ça. avoir, etc. Donc est-ce que un tu peux expliquer pourquoi tu le fais et deux qu'est-ce que tu vas chercher dans ces calls là. Ouais. Alors, je le fais parce que quand j'étais BDR, enfin quand t'es BDR, tu sais à quel point c'est précieux les informations, mais surtout les insights. Tu les as pas quand tu reprends les qualifs à l'écrit. C'est top, t'as les informations principales, mais finalement, le BDR qui lui est pas formé à être AE, c'est normal. Parfois peut, tu vois, oublier ou ne pas avoir perçu un petit enjeu sous une question quand le lead a débité sa présentation, etc., de pourquoi il est là, pourquoi il s'échange. Et c'est vrai que écouter les calls de qualif, ça me permet vraiment de prendre la température, d'être certaine que on a toutes les informations en main, d'être certaine que je vais présenter la démonstration la plus personnalisée. Parce que tu vas pas faire une démo, enfin c'est aussi ça l'intérêt de la démo, c'est pas simplement de faire un copier-coller sur toutes les démos, sinon ce serait trop facile. C'est vraiment de personnaliser au plus juste, au plus complet par rapport aux attentes du client. Et ça me permet d'être certaine que voilà, de ne rien oublier. Et c'est un peu ces insights, si tu veux, j'ai envie de dire, soft skills humains qui font que je prends aussi la température. Je vois si la personne, elle est déjà fermée dans son call. euh, Est-ce qu'elle est douce? Est-ce qu'on a affaire à un ou une DRH qui est très fermée d'un gros groupe et que finalement tu vois qu'elle débite très peu d'informations? Comment toi tu vas te positionner aussi par rapport à cette personne? Tout ça, ça me permet vraiment de m'ajuster au mieux. Quand je démarre le call, j'ai pas envie d'être surprise par mon interlocuteur, de sa manière de s'exprimer, je sais pas moi, son humour, ou justement, est-ce que c'est une personne très fermée? J'ai pas envie d'être surprise sur ça. Du coup, je fais comme si on se connaissait déjà, et je prends tous les insights que j'ai grâce au call précédent. Ok, trop bien. On parle très peu de prépa en fait. Après, je pense que tu dois faire partie, honnêtement, des 5-10% des gens qui préparent leur rendez-vous comme ça. Mais en tout cas, je trouve que c'est bien qu'on s'y attelle. Donc là, j'ai bien compris, en fait, ton enjeu, c'est
ne pas rater d'informations, pouvoir faire une démonstration chirurgicale, si je résume, et Mm. 3, avoir la bonne posture, ce dont on parle très peu, mais en réalité, pour avoir la bonne posture, plus tu as des éléments, mieux c'est, et rien de mieux que d'entendre la voix de la personne, comment elle répond, comment elle réagit, qu'est-ce qui l'agace. Tu peux Mm. percevoir ces choses-là. Et je trouve ça important que tu le dis parce que on peut percevoir ces choses-là à l'écoute ou en regardant, et finalement Ouais. très peu en fait avec du transcript, parce que tout le monde va vouloir dire c'est trop cool, on transcripte à l'écrit, mais il y a plein de Ouais. choses que tu perçois pas, que l'IA en plus va écraser. Et du coup, l'IA c'est génial, ça nous fait gagner plein de Ouais. temps, mais ça rend générique pas mal de choses et ça nous fait perdre les subtilités qui sont importantes pour nous en termes de Mm. sales. Tu disais justement que tu regardais si la personne était fermée ou voulait pas répondre à des questions, etc. Quand tu dis justement pour me mettre à niveau, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Comment tu vas le prendre en compte dans ton rendez-vous? Parce que je trouve ça pas mal de parler de comment tu prépares, mais du coup, tu vas te dire quoi? C'est quelque chose que tu vas mettre dans ton CRM et du coup, ça va être une attitude, ça va changer quoi en fait typiquement dans l'allure de ton rendez-vous? Oui. Ouais, vraiment, il y a différents pans. Il y a déjà les attentes, toi, du call. Enfin, t'écoutes le call et tu vas typiquement comprendre et assimiler quelles sont les vraies attentes de la personne que tu as en face de toi. Et là, pour la prépa, bah, c'est de l'or parce que t'as plus qu'à montrer, à dérouler et à savoir personnaliser à son contexte. À son contexte. Ça, c'est vraiment important. Mais d'ailleurs, maintenant que tu en parles, en fait, quand tu dis qu'il y a 5-10% des sales qui le font, en vérité, je le fais parce que c'est important pour moi, parce que je l'ai appris, mais aussi parce que c'est attendu de moi. Chez 360, en l'occurrence, on nous pousse beaucoup à monter en compétence sur ça, sur la personnalisation, sur le fait d'apprendre à se mettre à niveau ou à comprendre les attentes du client. On a les outils pour les suivre, on a les feedbacks évidemment de nos coachs, et on a des trainings dédiés. D'ailleurs, juste avant, là, j'avais un gros coaching d'1 heure, on était en équipe à eux, et on a passé 1 heure à revoir comment faire un beau product tour. Donc c'est marrant parce que tu as une équipe de 15 AE, dont des seniors qui sont là depuis 4-5 ans, qui vraiment sont des top performeurs, mais on revoit, tu vois, quotidiennement le product tour, comment faire pour l'améliorer, le personnaliser. Donc ça, c'est vraiment attendu et c'est pour ça aussi que je le fais, c'est parce que je sais que derrière, il y a une attente chez 360 et l'humilité, enfin l'humilité, il y a une humilité à avoir et de se dire, je maîtrise pas encore, ou en tout cas, j'ai toujours des choses à apprendre. Ça, c'est hyper important pour performer. Et je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que, en fait, bon, déjà le côté humilité, bon, ça je l'avais déjà perçu dans les différentes discussions qu'on a pu avoir, que c'est vraiment la culture entreprise que vous avez. Et surtout, en fait, aussi de partir du principe, parce que tu parlais en fait de seniors de 4-5 ans, que le marché il évolue, quoi. Et donc, la Ouais. culture business que tu as pu acquérir il y a 4 ans, il y a 5 ans, peut-être qu'elle est en train d'évoluer parce que le marché aussi également de tes prospects est en train d'évoluer, parce que leurs attentes Mm. est en train d'évoluer. On est quand même pleine, moi j'appelle ça une nouvelle ère avec l'IA. Donc forcément, quand tu vends un produit tech, tu es quand même dans un environnement qui est hyper mouvant pour tes cibles. Donc tu peux pas te reposer uniquement sur ta perception que tu as eue il y a 2 ans. Quoi. On n'était pas du tout dans le même monde, ils n'avaient pas du tout les mêmes Ouais. attentes, les mêmes manières de réfléchir, même les mêmes approches d'acheter. On voit que maintenant, ils achètent beaucoup moins, ils essayent de beaucoup plus, on va dire, centraliser au maximum leurs outils ou vouloir construire leurs outils. Donc, Mm, mm. donc en fait, effectivement, tu fais une démo. Faut pas que le mec en face il se dit en fait ça on pourrait le faire nous-mêmes, non? Enfin, je Ouais, plaisante, c'est clair. mais c'est quand Non, même non, mais un c'est enjeu clair. quoi. Donc Il y a vraiment une manière d'opérer qui est différente, ne serait-ce que dans les process d'achat. Maintenant, ça doit être 4 prospects sur 5 qui ont fait d'abord une recherche sur l'IA pour taper meilleur LMS du marché. Bon, 360 est dedans, donc tant mm. mieux. Mais c'est vrai que les manières d'opérer maintenant sont totalement différentes, aussi bien pour les prospects que pour nous. On s'adapte, on, on regarde, on observe beaucoup plus la concurrence. Ouais, c'est des pratiques maintenant qui évoluent, hein.
Petite interruption avant de reprendre. Si vous écoutez Vendu pour améliorer votre performance commerciale, vous allez adorer Closing OS. C'est une formation en ligne que j'ai créée, qui est pensée pour les commerciaux et les fondateurs qui veulent dépasser leur objectif en vente, même dans une économie en crise. C'est un programme complet pour maîtriser tout le cycle de vente, de la discovery jusqu'à la signature, que j'ai découpé en micro-leçons pour que vous puissiez piocher ce dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin. Alors c'est uniquement des enseignements qui sont tirés de mes 10 ans d'expérience terrain, avec des techniques testées et validées dans le marché actuel, auprès de clients comme France Télévisions, Payplug ou Eskimos. Si vous en avez assez de perdre des deals qui semblaient bien partis, ce programme a été conçu pour vous. Je vous laisse en apprendre plus sur Closing OS à l'adresse formation.vendu.fr. Le lien est aussi en description du podcast. Allez, on retourne à l'épisode du jour. Et sur la partie plutôt démo, j'aimerais bien en savoir plus parce que effectivement, tu as beaucoup parlé de personnalisation, de côté chirurgical. Ouais. Ce que je peux voir en fait quand j'accompagne par exemple des boîtes, c'est que je trouve que ça peut être difficile en fait de faire une démo qui soit à la fois personnalisée, qui soit pas boring. C'est quoi en fait un petit peu ta méthode que tu mets en place pour pouvoir faire une démo qui en fait capte l'attention de ton interlocuteur, qui se disent pas vas-y je vais aller sur Slack, je vais répondre à mes messages en même temps. Ça Ouais, peut bien être sûr. un peu la réalité parfois dans ce que je peux voir de call. Si tu veux, il y a un framework de base qui fait que tu vas suivre un peu toujours le même schéma. Mais on s'attache, en tout cas moi je m'attache à essayer de vraiment de poser les bonnes questions en discovery pour être certaine que les pains qu'ils ont aujourd'hui, eh ben, je vais m'attacher à leur montrer comment on peut le résoudre aujourd'hui fonctionnellement parlant, ou avec notre positionnement, ou avec nos valeurs chez 360 Learning. Donc quand tu as un prospect qui dit bah voilà aujourd'hui moi je perds du temps à créer du contenu, ou je perds du temps parce que il y a ce système d'automatisation que j'ai pas. Ok, bah ça vous fait perdre du temps, mais en quoi ça vous fait perdre du temps? Est-ce qu'aujourd'hui, bah, c'est X temps d'heures que tu perds par semaine et finalement, bah, c'est tant d'argent perdu? Ok, bah, je vais te montrer sur la plateforme pendant la démo. Donc moi, je le retiens dans ma tête, tu vois, soit je le note, soit je le retiens. Avec l'expérience, j'arrive à retenir. Et puis quand je fais ma démonstration sur mon framework, je sais que cette fonctionnalité-là, elle va répondre à ce pain-là. Donc, tu vois, je suis mon schéma, et puis, comme tout sales, j'essaie d'adapter en disant, OK, il a ce pain-là, aujourd'hui, je regarde, je te montre, et je m'arrête, je lui dis, voilà, on a parlé aujourd'hui de votre souci de création de contenu, vous mettez du temps, vous êtes seul, bah regardez, chez 360, on a un outil qui est hyper collaboratif, on peut assigner plein d'experts, et finalement, c'est X temps d'heures gagnées en semaine, en année, et finalement en argent. Parce que de un, vous allez gagner du temps, vous êtes plusieurs experts, parce que de deux, vous n'allez pas recruter quelqu'un. Donc tu vois, à chaque fois, j'essaie d'assimiler les pains sur chaque fonctionnalité pour lui montrer que c'est pas simplement un LMS, c'est un LMS qui répond exactement aujourd'hui aux pains, et voilà. Non, mais du coup, tu dis et voilà comme si c'était simple, mais en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que c'est pas je fais une démo et je montre, en fait, regardez comment c'est génial, parce que parfois, on peut avoir ce biais de vouloir faire en sorte qu'on ait le aha moment en se disant ah, mais il est génial votre produit, etc. Mm. Alors que toi, tu as vraiment cette logique-là de ok, une fonctionnalité égale un pain résolu et en gros un impact, quoi. Mm. Un impact que tu vas pouvoir avoir et quelque chose sur lequel tu peux raccrocher. Du coup, chacun appelle son framework différemment, mais si je devais vulgariser, c'est un peu, voilà, tu as la version sans nous et tu as la version avec nous, quoi. Et du coup, Ouais, c'est exactement. assez vite, on va dire mentalement, de se dire, ok, à la fin, j'ai l'impression qu'ils sont en train de me résoudre 90% des choses que j'avais Exactement. partagées il y a quelques temps à la personne avec qui j'ai discuté, quoi. Oui, c'est ça. Bah, après, ça paraît évident. Même moi, je le dis là parce que là, en mots, c'est exceptionnel et c'est très difficile hein, de le faire en réalité, de faire une bonne démo. C'est difficile de pas essayer de shiner, de tout montrer. Parce que tu as envie de tout montrer, parfois tu as des fonctionnalités incroyables. Mais finalement, est-ce que ça va leur servir, oui ou non? Si c'est non, même si cette fonctionnalité, elle est incroyable, si ça va pas leur servir, ça sert à rien de passer du temps dessus. Ils sont pas là pour ça, clairement, et ça va pas, c'est pas ce qui va faire gagner le deal, quoi. Et bah, tu réponds à une question qu'on me pose très souvent, c'est Laetitia, bon, ça répond vraiment aux pain de mes clients, mais j'ai aussi ça qui est trop génial. Est-ce que je Ouais. devrais le montrer ou pas? Donc là, tu as répondu à la question de dire en fait non, il faut se faire violence. Et tu as parlé de schéma, je suis mon schéma. Donc on revient à ce que tu disais tout à l'heure, la préparation. Donc globalement, je sais exactement c'est quoi leur pain, je sais ce que je vais leur Mm. montrer. Soit je découvre un autre truc pendant le call et donc fine, j'ai un truc à montrer, je connais bien mon produit, etc. Mais en tout cas, je me limite à ce que j'avais prévu de montrer pour que la personne à la fin sorte avec OK, Ouais. ça coche les cases, quoi.
Il y a aussi des bonnes pratiques, tu vois, que je viens juste de revoir en coaching. Donc voilà, je suis collaborative, je partage tout ce qu'on tout ce qu'on Et la fait. communauté C, je te remercie. C'est ça. Mais c'est important aussi. Enfin, ça paraît bateau, mais puis on l'entend, mais finalement, on n'est pas tant à le faire, parce qu'on est tellement dans le jus quand on fait la démo, mais se poser, reformuler, ok, vous vouliez voir ça, là, est-ce que ça répond à votre pain? Il m'avait dit que vous n'arrivez pas à faire ça, on a la fonctionnalité pour, est-ce que c'est bien ça? Ou est-ce que je me suis trompée? Parce que ça peut arriver, hein, t'es dans ton truc, t'as 40 dossiers en même temps, est-ce que je me suis trompée? Est-ce que c'était pas exactement ce que vous attendiez? Peut-être c'est pas ça, et dans ces cas-là, j'ai quelque chose d'autre, un moyen de contournement qui peut répondre à sa demande. Mais tu vois, être certaine que à l'instant T, c'était bien ça, revalider avec lui pour que lui il prenne conscience que, ah ouais, une fois elle m'a montré, deux fois elle m'a montré, trois fois, ça fait beaucoup de choses qu'ils peuvent faire, ça fait beaucoup de choses, beaucoup de points sur lesquels ils sont capables de répondre. C'est important aussi de reformuler, de prendre le temps. Euh, Et même de se rendre compte que la personne, parfois, elle comprend pas, parce que nous, parfois, on a l'impression d'être extrêmement clair quand on fait une démo, parce ouais. qu'en fait, on a les mots dans notre bouche, je sais pas comment dire ça autrement, mais on l'a dit 1000 fois, et on se dit, bah, c'est évident de le dire comme ça, la personne en face, elle va Mm. le comprendre tel que je le sors, et en réalité, entre ce que tu sors et ce que la personne comprend, il y a souvent un monde. Et donc, c'est important aussi également de... Parfois, on se rend compte en reformulant que les gens, ils n'ont pas compris ce que tu racontes, et que tu es obligé de Ouais. revoir et de réexpliquer, ou bien ils l'ont compris à côté. Ils peuvent te dire en fait non mais ça répond pas à notre besoin parce que tu l'as mal expliqué alors que en fait au final ça répond donc Ouais. extrêmement important, etc. Et comment est-ce que tu arrives toi dans tes démos à mettre en place des exemples de boîtes? Comment tu partages en fait un petit peu des use cases? Est-ce que tu les partages pendant la démo? Est-ce que tu les partages en dehors de la démo dans d'autres interactions que tu peux avoir? Ouais. Euh, Ça va dépendre. Pas tellement en démo en l'occurrence quand on est dedans, sauf si j'assimile qu'on a actuellement ou qu'on a eu actuellement un prospect qui avait les mêmes enjeux ou les mêmes enjeux ou les mêmes profils similaires d'utilisateurs. Si je peux voilà, leur pitcher, leur dire regardez, ils avaient sensiblement les mêmes peines que vous, ils sont dans les mêmes profils utilisateurs. C'est une structure qui a la même taille que la vôtre. On sait la gérer, on sait gérer les profils, on saura vous accompagner pendant la démo, je le fais. Mm. Sinon, j'essaie plutôt de le faire au tout début, quand je fais ma présentation. Avant ma démo, je fais une petite présentation avec mes slides bien rodés. Pareil, que j'essaie d'adapter quand même. Mais je sors les logos avec les références, etc. Et puis, j'aime bien par la suite, quand on a des follow-up, sur certains rendez-vous, ça va dépendre, mais j'hésite pas à mettre en relation des prospects avec des clients quand on le peut. On a des clients qui sont très, très champion, très ouverts à échanger, donc on n'hésite pas à les solliciter quand on a leur accord. Sinon, je vais faire moi-même la recherche, c'est ça qui est bien maintenant avec l'IA et aussi chez 360, c'est que on a vraiment pour les sales full d'outils pour essayer d'aller très rapidement aller chercher la bonne information. En un clic, je peux aller voir quel est sur nos 2700 clients le bon client qui répond à peu près aux mêmes enjeux avec la même taille dans le même secteur. J'ai directement le contexte CSP, je vais voir le CSP, je lui dis écoute, je peux parler avec ton client, c'est pour une ref, ça va me servir, et puis on enclenche quoi. Ok, trop cool. Maintenant, je vais parler d'un autre sujet qui est, enfin, toujours dans les méthodes de vente, mais qui a un pain. Tu en as un peu parlé sur la partie follow-up. On sait qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est de réduire au maximum notre cycle de vente. En tout cas, c'est le jeu auquel on a envie de jouer. On doit jouer pour répondre à nos Ouais. objectifs. Tu disais tout à l'heure, tu peux parler à des gens en janvier, parfois en juin. Je l'ai partagé parfois sur LinkedIn. Nos interlocuteurs changent énormément. De plus en plus, les gens restez à Ouais. vos postes. J'ai envie de lancer un appel. C'est Ça clair. nous arrange. Mais du coup, voilà, tu peux te retrouver parfois à parler, ça dépend de votre cycle de vente, mais vous pouvez parfois vous parler à deux, trois interlocuteurs différents. Ouais. Et donc, on recommence à chaque fois. Donc, ça n'aide pas en fait à réduire les cycles de vente. Toi, aujourd'hui, Mm. justement, comment tu structures un peu pour réduire en fait un peu ces temps entre les étapes. Donc, par exemple, tu finis ta démo, les gens sont convaincus que tu peux répondre aux enjeux. Comment tu gères ensuite cette suite-là, en fait? Parce que c'est souvent là où les gens sont en mode genre, ok, on va dire, bon, bah, faut une next step. Bon. Mm. Mais parfois, la next step, elle s'en va. Tu vois. Moi, genre là, je viens juste d'avoir une mauvaise nouvelle. Euh, on est obligé d'aller le rendez-vous, on est en plein pont de mai. Donc Ouais. voilà. Et donc, du coup, bah, tu es obligé de revenir. Mais du coup, c'est jamais aussi lisse que ce que des formations de vente peuvent te donner en mode. Voilà.
ta Ouais. next step et tu auras toujours ta next step qui va tenir. Et donc, t'inquiète, Mm. ton cycle de vente sera toujours comme ça. Donc, toi, comment Ouais. tu essaies de faire pour garder toujours un peu le momentum? C'est comme ça que je l'appelle. Non, c'est clair, c'est pas facile. Bon, la next step, tu l'as dit, tu l'as redit, mais je la redis quand même. Pusher pour la next T'as step, raison, même si bien sûr. on la pose, ouvrez vos agendas, on le fait là, toutes les deux en live, il n'y a pas de souci, il y a tout le temps qu'il faut. S'il faut reprogrammer, on reprogrammera, il n'y a pas de souci, posons-la. Bien sûr. Voilà, j'arrive pas à le faire tout le temps. Mais il y a des C'est fois, un axe c'est d'amélioration, ça, mais voilà, faut le j'essaie de faire. le faire un Faut le faire tout maximum. le temps. Et tu as raison, parfois ça, là, typiquement au mois de mai, c'est pas le bon, En fait, le bon mois de mai, tu timing, peux parfois avoir ta ça, next ça step, tient mais elle pas. saute. C'est tout simplement, elle saute. C'est Les ça. gens, ils sont Ouais, malveillants. C'est juste que les gars, ils se disent, bah, en fait, j'avais pas prévu de prendre mon pont, mais en fait, finalement, je vais le prendre. Parce que moi, je vais faire par exemple ouais. demain, tu vois. J'avais pas Mm, prévu, mm. finalement, je vais le faire, mon pont, quoi. Donc, nos clients sont pareils. Ben, après, c'est vraiment. Déjà, moi, alors ça, c'est chiant, ça me prend du temps, mais j'envoie franchement quasi 4 fois sur 5 des mails de follow-up. Donc en fait, on fait un rendez-vous. S'il est enregistré, enfin, s'ils acceptent d'être enregistré la majorité du temps, oui, ça me donne une petite excuse pour leur dire, voilà, c'était un super rendez-vous. Le plus important, c'est que vous vous souveniez, vous rencontrez plein d'acteurs. Donc, le plus important, c'est de se souvenir de tout ce qu'on s'est dit. Je vous ai présenté plein de trucs, etc. Donc j'envoie ce mail de follow-up avec le replay, avec des ressources que j'ai citées pour être sûr qu'ils m'ont toujours en tête. Et donc là, j'hésite pas à dire, ok, bah, bonne opportunité de caler ce rendez-vous qu'on n'a pas pu caler. Ça, c'est une des bonnes pratiques. Et après, il y a ces pratiques de BDR qui servent quand tu es à eux. Et ben, si tu n'arrives pas à avoir, tu vas escalader, hein. Tu vas gentiment aller voir sur LinkedIn, tu vas regarder qui est le manager au-dessus, tu vas lui envoyer un mail et tu lui dis, bah voilà, j'ai vu que vous répondiez pas, j'ai pas de retour. Peut-être que vous avez changé de boîte, j'en sais rien. Peut-être que vous êtes plus là. Enfin, moi, je veux pas vous déranger, je veux juste parler à la bonne personne. Je propose de mettre un tel dans le mail. Et puis peut-être que voilà, on pourrait échanger. Ou votre collaborateur, si c'est pas le manager, c'est le collaborateur, quelqu'un de la même équipe. Juste pour dire, je veux continuer à échanger. C'est juste que je pense que vous êtes pas, c'est pas votre timing, Mm. quoi. La majorité du temps, ils répondent parce qu'ils n'ont pas envie de monopoliser ou ils n'ont pas envie de déranger quelqu'un Ils ont d'autre. surtout Qui peur, en fait, répondent, ah, désolé. ils ont surtout peur que tu appelles un manager ou que tu appelles quelqu'un d'autre. C'est ça. Il faut juste le faire de la bonne Ouais. manière. Faut pas être frontal. D'être Faut être... bienveillant en Ouais. disant, voilà, moi, je sais que vous aviez un projet. C'est un projet qui était important, avec un timing bien défini. Ce timing avance. Je veux juste avancer avec vous. Je veux pas vous Mm. brusquer. Donc, c'est des choses qui peuvent marcher. Même en fait, moi j'aime bien être transparente en disant j'aimerais comprendre en fait voilà qu'est-ce qui a pu se Mm, passer entre temps. Et en fait, les gens parfois c'est clair. souvent, moi, ça va arriver où en fait les gens m'appellent directement. Désolé, franchement, j'aurais dû vous tenir au courant, mais soit il s'est passé ça, soit il s'est passé. Les gens sont assez, Ouais, oui. surtout quand il y a eu un bon fit, C'est ce- parce qu'on n'a pas parlé, on va parler de Ouais, ça juste après, mais quand il y a eu un bon fit, il n'y a pas de raison en fait généralement que la personne te ghost, surtout s'il y a un besoin, si, enfin voilà. Mais c'est effectivement, il faut clair. le faire de la bonne manière et pas brusquer la personne en mode je suis en train de te mettre un Ouais. guet-apens, je vais appeler toute la terre. Ouais, je suis Voilà. entièrement d'accord avec toi et moi j'hésite pas à prendre mon téléphone et en général c'est parce que justement j'ai un bon fit avec mes prospects, j'ai un bon fit, j'ai réussi à créer une bonne relation donc du coup généralement j'hésite pas quoi. Ok. Et du coup, sur cette partie-là, justement, on va parler un peu d'authenticité. Quand on a repris contact, en fait, tu me disais un truc, tu me parlais d'un exemple d'un deal où la personne disait pas. Je sais pas si elle te l'a dit vraiment clairement comme ça, mais en fait, tu as senti que c'était parce que c'était toi, quoi, en fait. Et ça, c'est quelque chose, en Ouais, fait, qu'on ne dit pas vraiment, parce que ce serait difficile de dire à des gens, vous savez, il y a des gens qui ont des meilleurs perfs parce que c'est eux. Tu vois, du coup, on revient sur ces sujets, est-ce que la vente, c'est inné ou c'est acquis? Mais en ouais. réalité, ce qu'on pense derrière, c'est qu'on disait, ouais, en fait, créer un vrai fit, un bon fit avec ses interlocuteurs, c'est aussi Mm. décisif que de bien maîtriser les méthodes de vente dont on a pu parler juste avant. Ouais, c'est clair. Est-ce que justement tu peux raconter un petit peu, sans nommer évidemment, ce Ouais, deal-là que tu as signé, notamment, je ouais, crois que c'était en fin d'année de l'année dernière, je crois, ouais, où justement tu as eu pas mal d'informations et ça t'a permis de closer le deal assez facilement, ouais. là où les concurrents auraient eu plus de difficultés. Mm, mm. Ouais, je vais faire un peu de teasing quand même juste pour être certaine d'avancer le bon contexte. Ben, effectivement, pour moi, il y a vraiment deux pans. Chez les sales, il y a tout ce qui est skills, tout ce qu'on a cité juste avant, les bonnes méthodes, les bonnes pratiques, les entraînements, l'accompagnement manager qui font que tu vas monter en compétence sur savoir faire une meilleure disco, savoir mieux négocier, etc., etc. Ça, c'est de la montée en compétence pure et dure. Et il faut le faire parce que c'est attendu de toi et parce que tu as envie de performer, donc il faut le faire.
Et il y a tout ce pan, on va dire un peu soft skills, qui est un sujet qui est tout aussi intéressant. Parce que c'est vrai qu'on parle souvent de technique de vente, mais finalement, en coaching sales, on parle beaucoup moins de ça. C'est Moi, je vrai. vois on parle très peu, hein, de l'humain ou de comment savoir fitter, j'ai envie de dire, avec son client, avec son prospect. Moi, je pense que c'est pas ma force, mais en tout cas, c'est une de mes forces aujourd'hui. Je suis quelqu'un qui se base énormément ou qui base énormément sa vente sur l'authenticité, sur l'empathie. Donc, j'essaie de dire que c'est pas de l'empathie bullshit, du fake, de commercial. C'est vraiment une capacité, en tout cas j'espère l'avoir, cette capacité à, à comprendre la personne que tu as en face de toi, comprendre son comportement, son niveau de stress, sa manière de communiquer, son humour, son énergie, et vraiment réussir à t'ajuster à ça. C'est vraiment pas forcément vendre tout de suite, mais vraiment créer un espace où la personne que tu as devant toi, elle se sent suffisamment à l'aise pour être honnête avec toi pour la suite des échanges. Parce qu'un prospect qui te fait pas, qui te fait pas confiance, il va pas te dire les vrais problèmes. Et parfois, il va pas t'aider. Et à l'opposé, un prospect en qui tu as confiance va vraiment parfois t'aider, te donner les bonnes infos. Et voilà, moi je crois pas au fit commercial forcé, je crois beaucoup à cette qualité de relation que tu es capable de construire tout au long des échanges. Et c'est vrai que je pense que sur la grande majorité des deals que j'ai signés depuis que je suis à eux, chez 360, c'est une des raisons qui ont fait que j'ai réussi à me démarquer. Et je l'invente pas, hein, ce serait bien, mais la grande majorité des deals que j'ai signés, mes interlocuteurs me disent souvent ok, enfin, il y a le produit, il est top, mais il y a toi. Enfin, vraiment, tu as réussi à créer cette bonne relation. On n'a pas hésité à t'appeler. Tu nous as mis à l'aise. Du coup, on n'hésite pas à prendre notre téléphone et à te poser des questions. Alors qu'avec certains interlocuteurs avec qui c'est plus froid, tu vois, c'est plus brouillon, bah t'appelles pas. Tu sens pas la personne, donc t'appelles pas, hein. C'est comme ça Ouais, puis tu me disais, en dans le fait, milieu du travail, mais c'est comme ça partout ouais, aussi. c'est comme ça partout. Et tu me disais aussi que certains de tes prospects sont devenus des potes, quoi. Enfin, des gens avec qui tu discutes Ouais. régulièrement. Non, mais du coup, non, mais C'est enregistré, mais oui. Non, non, si c'est vrai. En fait, il y a beaucoup de deals. Donc, ce deal-là en question, qui est un plutôt gros deal, j'ai commencé à échanger avec elle, c'était en novembre dernier. Et et donc, elle recherche un LMS pour sa boîte, à peu près entre 4 et 5 000 collaborateurs. Finalement, on est plusieurs dans le benchmark. Et donc, je lui fais la démo, les échanges. Ça se passe bien, on arrive à se démarquer parce qu'on est aujourd'hui un bon outil, mais je vois qu'on s'entend bien, on s'entend même très très bien. Je lui passe mon numéro en lui disant, bah voilà, je sais que tu as une présentation, je sais pas quand. Enfin, je sais que tu as une présentation la semaine prochaine, je vais être absente ce jour-là, mais je te passe mon numéro, n'hésite pas à m'appeler. Appelle-moi 5 minutes et tu me dis comment ça s'est passé pour comprendre aujourd'hui comment vous avancez. Et en fait, c'est ce qu'elle a fait. On s'entendait tellement bien que elle est sortie, elle m'a appelé, elle m'a dit bah c'est bon, enfin c'est vous, j'ai pitché vous, etc. Et donc là c'était top. Mais c'est pas ça qui m'a aidé à gagner le deal, c'est qu'en fait elle a réussi du coup. Comme on avait cette relation de confiance, bah j'ai pas hésité, tu vois, à creuser les infos et lui dire ok, là pourquoi j'ai plus de retour ou pourquoi il y a un moment qui bloque. Et en l'occurrence, elle m'a donné à un moment donné sur le cycle de vente une info en or que j'aurais pas pu avoir si on s'entend, enfin vraiment clairement, enfin une info interne. Et je l'ai eu parce qu'on s'entendait super bien et que voilà. elle avait envie que tu rentres, en fait, dans la boîte. En fait, c'est parce que c'est important, parce que tu le dis en mode, genre, un peu gêné, mais je trouve que c'est pas gênant. Oui, Non, mais je trouve que c'est pas gênant c'est vrai. de dire, tu vois, que les gens deviennent tes potes. Ouais. Parce qu'en fait, en vrai, faut savoir que plus tu as de la seniorité quand tu es sales, ton meilleur asset 10 ans ou 20 ans plus tard, les gens te recrutent, certes parce que tu as des compétences et que tu as de la matière, mais aussi parce que tu as un sacré carnet d'adresses. Parce que tu as quand même Hmm. équipé plein de gens sur des produits très différents ou bien similaires en termes d'industrie, mais tu es tellement là depuis longtemps que c'est des gens avec qui, bah, tu vois, Hmm. que tu sois cam ou, pas, ou même sur du closing new business, c'est des gens qui t'ont fait confiance, avec qui tu as bossé, sur lesquels tu as implémenté des vrais outils, etc. Ça crée du lien. Et si tu es bon pour pouvoir faire durer ces liens-là,
bah, en fait, Oui. c'est des gens qui potentiellement pourront avoir besoin de toi plus tard, ou même à l'inverse, tu Oui. pourras, toi, avoir besoin de leurs produits. Donc pour moi, enfin, tu vois, c'est un peu la logique des choses, c'est quand tu équipes des gens, tu as quand même plus une relation de... Enfin, Mm. c'est une relation de travail, en fait. Déjà, c'est très rare, en fait. Il n'y a pas beaucoup de métiers sur lesquels on a cette possibilité. C'est qu'en fait, c'est pas vraiment ton collègue, parce que vous travaillez dans des boîtes différentes. Mais parfois, le produit que tu vends est tellement structurant pour eux, tu vas tellement faire des réunions, des calibrages, des appels entre des réunions, etc. C'est ton collègue, en fait. C'est exactement la même. Parfois, tu peux parler plus à tes prospects qu'à des gens en interne. Alors, il y a des gens qui diront c'est pas normal, mais c'est possible, en fait, parce que surtout quand tu fais plus tu fais de la vente complexe, au plus tu es Ouais. avec. Voilà. Donc, je trouve ça intéressant. Et quand tu dis qu'il y a des informations qu'on te dira pas, bah, en fait, c'est tout simplement qu'elle se dit c'est pas juste pour faire plaisir à Julia, c'est parce qu'en fait. Bien sûr. En fait, le produit, il est bon. Et en plus, on a envie d'avoir une personne comme Julia de confiance sur laquelle on peut s'appuyer pour aujourd'hui ou pour demain. C'est aussi une Ouais. sécurité, quoi. Ouais. Mais je reviens juste sur ce que je t'ai dit au début, sur le fait de s'adapter. C'est vraiment, enfin, les sales en l'occurrence, posez-vous, écoutez votre prospect. Écoutez-le, la manière dont il parle, est-ce qu'il y a des choses, il hésite, il est fermé, il y a des sujets dont il ne veut pas parler. Détendez-le, revenez après sur cette question-là, ayez le même humour que lui. Bon, si c'est si c'est un lourd, lui éviter, mais tu vois ce que je veux dire. Vraiment s'adapter, euh, parce que c'est vrai que tu vois bien, parfois tu as des interlocuteurs qui sont pas comme toi, qui n'ont pas les mêmes approches que toi, la même manière de communiquer. Parfois ça va même au niveau de la classe sociale, du look, etc. Mais finalement, quand tu arrives à faire ce shift de je me mets au même niveau que toi, euh, et ben ça change tout vraiment dans l'échange. Enfin, c'est aussi compliqué de s'adapter vers un DRH d'une boîte de 5000 collaborateurs que de s'adapter finalement chez un DG d'une TPE-PME pareil, qui a ses propres enjeux, quoi. Ouais, et du coup, en fait, la question que j'aimerais aussi te poser, c'est comment tu... Parce que écouter ses clients, etc., ça te permet aussi également de savoir en fait comment ils achètent réellement, comment... Et en fait, là, on voit que les gens n'achètent pas que pour des raisons, si les gens ne l'avaient pas compris Mm. à ce stade de la discussion, ça c'est pas pour des raisons rationnelles, mais aussi pour des questions émotionnelles. Ouais. Justement, on voit parfois des sales qui sont extrêmement carrés, qui suivent les méthodes de vente, c'est incroyable et qui ont des résultats. Faut aussi le dire, hein, on va pas commencer à dire Oui, bien sûr, voilà. bien sûr. Ça c'est d'abord important, on va dire. Mais je sais qu'en off, on parlait de parfois aller avoir un peu, ajouter un peu un grain de folie. Quand on dit grain de folie, c'est ta personnalité à toi. Ça peut apporter quelque chose à la vente. Euh, Oui. Qu'est-ce que tu conseillerais justement à des sales qui osent pas toujours être eux-mêmes? Non, mais parce qu'en fait, on a peur d'être eux-mêmes, enfin soi-même, tu vois. Bon, moi, Oui, bien sûr. Mais là, c'est très difficile de parler de ce sujet-là parce que je peux pas dire parce que c'est de l'inné, tu vois. Mais c'est vrai que c'est difficile de conseiller sur des sujets comme ça. Toi, t'es c'est pour, comme ça, c'est pour ça qu'il t'es n'y a pas beaucoup de choses ouverte, tu vois. dans les formations de Donc vente, c'est vrai que justement. c'est Ouais. compliqué, mais peut-être effectivement euh, se forcer, se dire que voilà, on va être à ce call-là, on va être beaucoup plus dans l'écoute, on va être se positionner dans la même approche. Enfin, Non, mais par exemple, qu'est-ce que tu pourrais conseiller, toi, à un sales qui est justement. Je pense que tout le monde pourrait. Moi, c'est ma vision. Je pense pas que c'est inné. Je pense qu'il y a des gens qui s'empêchent d'être naturellement eux. C'est-à-dire qu'ils font vraiment une hmm, dichotomie entre mon job de sales quand je suis en face de quelqu'un et quand je suis avec des gens dans la rue ou des gens voilà, qui sont pas dans mon métier. Et que cette dichotomie crée un peu ce côté, cette froideur, ce côté un peu parfois, ou même un peu lourd, tu vois, parce que ça met de la lourdeur dans un échange alors que on est censé converser. Et quand on va au restaurant et qu'on voit des gens inconnus, on va leur parler normalement sans mettre cette lourdeur en mode bon, allez, ça y est, là, je parle à quelqu'un, c'est sérieux. On va mettre cette lourdeur-là dans un rendez-vous commercial parce qu'on va mettre beaucoup d'enjeux. Qu'est-ce que tu conseillerais justement en fait Est-ce que toi, par exemple, ça t'a desservi à des moments où en fait jamais en fait d'être toi-même ou peut-être à l'inverse, est-ce que tu as des exemples où justement tu as été pas toi-même et tu t'es rendu compte que peut-être que ouais. ça t'a mis à côté. Je sais pas si tu as des exemples Mm, de. mm. Non, à ce stade, ça m'a jamais desservi. Ça m'a toujours servi. Très honnêtement, ça m'a jamais desservi. Les deals que j'ai perdus ou ceux sur lesquels j'aurais pu m'améliorer, ce sont des deals où j'aurais pu améliorer mes réflexes de skills en tant que sales.
Sans que, voilà, j'aurais pu présenter ça, je l'ai pas fait, j'aurais pu amener ça comme référence client, je l'ai pas fait, ou j'ai mal compris, tu vois, des enjeux, mais, mais jamais sur du soft skills, sur de la communication. Ça, c'est vraiment ce qui, généralement, arrive en plus, qui me pousse un peu plus, en fait. Il y a des deals où je suis restée en shortlist parce que ça se passait super bien et que j'arrivais à maintenir ce haut niveau de confiance. Euh, Ça m'a jamais desservi. Et enfin, mon conseil, c'est de ne pas justement, ne pas justement faire cette différenciation. Rester pro, c'est normal. Euh, mais comme tu l'avais dit à un moment ou à un autre, on parle à des humains, on est humain. Les clients qui achètent, ils ont besoin d'être rassurés, mais ils ont aussi besoin de savoir que derrière la boîte, derrière les slides, derrière la boîte tech de X collaborateurs qui fait des levées de fonds, c'est des vrais humains avec des vrais gens qui sont là pour les accompagner. Donc, Avec qui on se projette d'aller déjeuner à un moment donné, ou voilà quoi. Et exactement. je pense que c'est important de l'avoir et de le dire. C'est pas facile en fait, effectivement, je t'interroge sur un truc qui est pas évident parce que on a l'impression de dire des banalités, mais je pense que Mm. de le formaliser en disant, bah, des fois j'étais dans des shortlists parce que bah, j'ai été moi-même. Après, chacun a son soi-même. Mais je pense que le soi-même, ça crée ce niveau de confiance où on a l'impression qu'il n'y a pas de filtre entre nous et l'autre personne. Et ça fait monter le niveau de confiance en disant, j'ai l'impression d'avoir quelqu'un d'authentique en face de moi. Ouais, J'aurais pas de surprise si je signe avec eux. C'est ça en ouais. fait qu'il y a derrière. C'est que j'aurais pas de surprise si je signe avec Julia. C'est Julia qui elle m'a donné envie d'y aller. J'ai l'impression qu'elle est authentique. Elle m'a montré comment elle était, nature peinture d'une certaine manière. Mm. Mais en même temps, derrière, elle est carrée parce qu'il y a une boîte derrière qui vous structure et qui vous impose d'une certaine manière des méthodes de vente que vous vous appropriez. Et donc, ce combo-là fait que bah, ça crée en fait de la performance. Quoi. C'est Ouais. ma grille de Mais lecture. c'est pas étonnant, hein. Tu vas acheter, enfin, je veux dire, tu vas acheter le dernier iPhone ou le dernier smartphone dans deux boutiques différentes avec exactement le même prix. S'il n'y a aucune différenciation, c'est quoi qui va faire la différence? Bah, je sais pas, Ouais, peut-être le vendeur, tu vois. Non, mais c'est vrai. Non, mais ça, c'est vrai. Non, mais vraiment, Ça m'est déjà enfin, moi, arrivé. c'est ça. Je vais prioriser la personne sympa, tu vois, qui est là, qui a le bon fit, qui me rassure. Donc, c'est vrai que c'est très grossier, mais la réalité, c'est que toi, quand tu vas au restaurant, c'est pareil, tu vois la carte, tu regardes les avis, mais tu vois la personne, tu as bien aimé le serveur. Enfin, voilà, c'est tous ces petits insights-là qui font que finalement, bah, tu vas plus vers eux. Et bah, du coup, c'est une bonne manière de conclure. Méthode de vente plus authenticité, donc le bon mélange Ouais. rationalité et le côté émotionnel qui permet en tout cas d'aller chercher de la performance. Est-ce que tu as un dernier élément à partager, notamment sur ta vision un peu de la vente là en ce moment où on est dans une période difficile, même si je sais, disclaimer, que pour Transaction Learning, c'est rarement difficile. Vous êtes une boîte Mais non, qui s'en sort très bien, mais parce que vous méritez, vous bossez, vous donnez les moyens, il y a de la formation, en tout cas pour ceux qui sont intéressés par cette boîte. En tout cas, moi, je trouve que c'est une boîte hyper intéressante dans toutes les discussions que tu m'as qu'on a eu ensemble. Je me suis même dit, ah là, cette boîte, elle est vraiment, elle sort vraiment du lot. Donc voilà, mais au-delà de ça, j'imagine quand même que tu vois qu'il y a quand même une période un peu challenging pour tout le monde, notamment avec l'IA, etc. ouais. Qu'est-ce que tu donnerais en fait de conseils au-delà de ce qu'on a pu se dire tout à l'heure ou c'est quoi ton mood actuel pour justement essayer d'aller chercher tes objectifs prochainement? Ouais, ouais, ouais. Euh, Moi, actuellement, mon challenge, c'est de réussir à passer, à passer plus de temps. Alors, attends, comment je vais reformuler ça? Euh, euh, Moi, ouais, c'est ça. Moi, actuellement, le challenge que j'ai pour réussir à closer. Enfin, le challenge que j'ai, pardon, on va y arriver. Le challenge que j'ai aujourd'hui, c'est vraiment réussir à faire l'extra mile. Je sais pas si c'est très clair, mais euh, là, ça fait un an que je suis chez 360. Donc, le framework, ça y est, maintenant, je l'ai. J'ai signé mes deals, des petits deals, des gros deals. Euh, mais tu vois, je me sens toujours encore dans ce positionnement d'AE, pas junior, mais en tout cas pas forcément senior. Euh,
maintenant, comment je fais moi pour réussir à monter en compétences à réussir à finalement pas monopoliser ma manager sur des sujets que je pourrais maîtriser toute seule. Tu vois, sur les sujets de négo, je patine encore, hein, clairement. J'aurais toujours besoin de ma manager. Et c'est vrai que de prime abord, j'aimerais bien aussi mieux gérer cet aspect. Il y a plein de petits points aujourd'hui sur lesquels je dois retravailler. Enfin, je dois travailler quotidiennement pour pouvoir m'améliorer. Donc là, vraiment, d'ailleurs, même chez 360, c'est un aspect qu'on développe de plus en plus. Mapper, nos compétences à nous, de chaque sales, parce qu'on n'a pas la même expertise, on n'est pas là tous depuis le même moment. Et donc, mapper chacun ses compétences et réussir à travailler ce gap de compétences qui nous manque pour pouvoir avancer. Et moi, c'est vraiment ça, c'est réussir déjà à mapper tout ce que je dois mapper et retravailler sur ça. Parce que le côté, comme on l'a dit, soft skills, empathie, tout ça, c'est bon, je vais pas encore m'attarder dessus. Mais là, j'ai encore beaucoup trop de pans sales, hard skills sur lesquels je travaille. Ok, super. Et ben écoute, en tout cas, moi, je te souhaite de exploser encore tes chiffres sur 2026. Merci beaucoup pour tous tes Merci. partages. C'est toujours un grand plaisir d'échanger avec toi. Si vous avez aimé le podcast, écoutez, mettez un like et mettez un commentaire sur les plateformes de podcast. Si vous voulez suivre Julia, vous la trouvez sur LinkedIn. Si vous voulez lui donner de la force, envoyez-lui un DM sur LinkedIn. Et on se retrouve pour un prochain épisode bientôt. Ciao! Ciao!